Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette petite séance tutorat du E6 qui va porter sur la caractérisation des interactions médicament-cibles. Alors, c'est un peu perturbant, du coup, on est dans la nouveauté. Les séances tutorat par vidéo, bon bah, on va essayer de faire de notre mieux. Donc, on va partir sur la petite séance. Alors, avant de commencer, je voudrais juste revenir sur la définition d'un agoniste, d'un antagoniste et d'un ligand. Physiologiquement, en fait, nos ligands, donc qui sont caractérisés par mes espèces de petites maisons oranges, vont pouvoir se fixer sur le récepteur qui est mon espèce de cube un peu bleu. Lorsque le ligand va se fixer sur le récepteur, on va donc avoir l'activation de ce récepteur qui va induire du coup toute une cascade d'effets, enfin, entraînant un effet. Lorsqu'on a un agoniste, on va avoir donc les agonistes qui sont représentés en rouge ici. Donc ces agonistes sont des molécules qui vont mimer l'action du ligand endogène, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se fixer sur le même site physiologique et vont pouvoir induire du coup un effet qui va pouvoir être plus important par exemple. Et contrairement à ça, on va avoir une autre catégorie de molécules qui vont être les antagonistes. Et là, on va différencier deux types. Premièrement, on va avoir les antagonistes compétitifs qui vont se fixer donc, sur le même site de fixation que notre ligand endogène. Donc là, mon antagoniste compétitif, c'est mes petites maisons noires. Et qui ne vont pas donner un effet, puisque c'est un antagoniste. Donc ce sont des molécules qui ne donnent pas d'effet. Et la deuxième catégorie d'antagonistes, ce sont les antagonistes non compétitifs, qui vont pouvoir se fixer sur des sites différents du ligand endogène, mais qui vont du coup entraîner la modification de la conformation du récepteur, entraînant, comme vous le voyez, la fixation du ligand endogène complètement impossible. Donc, vu que c'est un antagoniste, on n'aura, encore une fois, pas d'effet. La liaison ligand-récepteur va être caractérisée par des notions assez diverses et variées, comme l'affinité, la sélectivité, mais aussi la réversibilité et la compétitivité uniquement pour les antagonistes. Alors, dans les 3-4 diapos qui vont suivre, on va reprendre chacune de ces notions et les détailler, les expliquer au mieux. Alors, tout d'abord, l'affinité. Par définition, c'est la force et la vitesse avec laquelle une molécule agoniste ou antagoniste va se fixer sur un récepteur. Cette affinité va être évaluée à partir du modèle de la liaison réversible entre le médicament qu'on va noter M et le récepteur qu'on note R, selon la loi d'action de masse que je vous ai représentée schématiquement juste en dessous. Alors, cette loi d'action de masse, si on la reprend, c'est juste qu'on dit qu'on a un médicament avec un récepteur qui, selon une constante K1, vont pouvoir donner le complexe MR, donc ils s'associent. Après, on va également avoir le cas inverse, c'est-à-dire que nos complexes vont pouvoir redonner, selon la constante K-1, notre médicament et notre récepteur séparément. Alors, pour revenir à l'affinité, on va l'évaluer à partir du KD. Le KD, qu'est-ce que c'est? C'est la constante de dissociation, qui va être en mol par litre et qui est définie comme étant le rapport entre K-1 sur K1, donc la constante là qu'on pourrait appeler la constante de dissociation sur la constante d'association. C'est également, du coup, le produit donc, de la concentration en médicament par celui du récepteur, le tout divisé par la concentration en complexe médicament-récepteur. KD, c'est également la concentration en ligand qui va être responsable de 50% de l'occupation des récepteurs. Alors, plus le KD va être faible et plus l'affinité du ligand est forte. Également, chose importante à savoir, c'est que si le KD est supérieur à 10 puissance moins 6 molaires, donc c'est-à-dire mol par litre, alors on aura une mauvaise affinité. Donc en général, les médicaments ne seront pas commercialisés. Plus l'affinité est importante,
plus l'occupation des récepteurs va être rapide et maximale, et moins la quantité de ligands nécessaire à l'occupation sera importante. Maintenant, passons à la sélectivité. La sélectivité, par définition, du coup, c'est l'affinité préférentielle du ligand pour une cible par rapport à une autre. Donc là, cette fois, c'est un peu comme l'affinité, sauf qu'on va justement pouvoir faire la comparaison entre plusieurs cibles. On va évaluer cette sélectivité par comparaison des KD du ligand pour chaque cible. Alors, on va faire un petit exemple. C'est que j'ai mis dans le tableau les valeurs de KD en mol par litre de deux médicaments, A et B, pour deux cibles, donc les récepteurs bêta adrénergiques et les récepteurs bêta-2 adrénergiques. Pour la molécule A, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? On va pouvoir dire que la molécule A est donc plus sélective des récepteurs bêta-adrénergiques que des récepteurs bêta-2 adrénergiques, tout simplement parce que la valeur du KD est plus faible pour les bêta-1 que pour les bêta-2. On voit 4 fois 10 puissance moins 9 étant plus petit que 6 fois 10 puissance moins 9. On peut également dire que cette molécule a une bonne affinité pour les deux récepteurs, puisque le KD est inférieur à 10 puissance moins 6. Mais cela dit, il aura quand même une meilleure affinité pour les récepteurs bêta 1. Voilà. Pour le médicament B maintenant, on peut remarquer que cette fois, on a une grosse différence entre les deux KD, mais que ce médicament sera plus sélectif pour les récepteurs bêta-2 adrénergiques, puisque, encore une fois, le KD est inférieur, donc est plus petit, et il aura une bonne affinité pour les récepteurs bêta-2, mais pas vraiment pour les récepteurs bêta-1, le KD étant supérieur à 10 puissance moins 6 molaires. Maintenant, quelque chose qui peut être intéressant de voir, c'est que ici, on va pouvoir plus avoir d'effets indésirables. Bon, c'est pas forcément très, très important de le savoir, mais juste pour votre culture générale et pour vous aider à comprendre les choses, c'est que là, si on se réfère au KD, donc le KD qui par définition est la concentration qui permet l'occupation de 50% des récepteurs. On comprend que là, on n'a pas vraiment une grosse différence entre le KD des bêta-1 et le KD des bêta-2. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver, par exemple, à 4 fois 10 puissance moins 9, on aura 50% des cibles qui vont être, donc des cibles bêta-1 qui vont être occupées, mais on aura quand même une proportion non négligeable qui vont être, donc de cibles bêta-2 qui vont être également occupées. Ce qui ne sera pas le cas pour les récepteurs, enfin pour le médicament B, puisqu'on a une différence de KD qui est vraiment non négligeable là pour le coup. C'est-à-dire que là on est sur du 10 puissance moins 6, là du 10 puissance moins 8, on a quand même un facteur qui est assez énorme. Donc on peut comprendre que lorsqu'on atteint le KD, c'est-à-dire que 50% des récepteurs sont occupés pour 3 fois 10 puissance moins 8, il y en aura très très peu qui vont être occupés pour les molécules vont très très peu se fixer sur les molécules, sur les cibles bêta 1. Voilà, on va y arriver. Ce qui m'amène à mon point, cela dit, donc il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on a une très très grande différence de KD entre deux cibles que notre ligand sera complètement sélectif d'une seule cible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que mon ligand peut être amené quand même à se fixer sur le récepteur bêta 1, même si j'ai une faible concentration. Voilà. Alors maintenant, la réversibilité. La définition, c'est la capacité d'un médicament à établir des liaisons avec un récepteur. On va avoir deux types de liaisons que vous avez déjà vues au premier semestre. Alors, la liaison réversible, d'une part, qui est une liaison faible, donc de type hydrogène, ce qui va être le cas de la majorité des ligands. Et on aura une action du médicament qui sera dépendante de l'affinité du ligand pour le récepteur. C'est-à-dire que plus l'affinité du ligand pour le récepteur augmente, et plus on aura une action importante. Pour vous expliquer ça, c'est qu'on a toujours notre modèle, la loi d'action de masse, et si notre médicament a une faible affinité, il faudra du coup une concentration en molécules qui sera assez importante pour atteindre le KD. Mais ça veut dire aussi que la molécule va avoir tendance à revenir sous la forme libre, si je puis dire,
c'est-à-dire sous la forme M et R d'un côté. Et donc du coup, on aura une action du médicament qui sera pas top. D'un autre côté, on aura la liaison irréversible, donc qui est une liaison forte cette fois, donc covalente, et l'effet va s'arrêter uniquement si on a une dégradation du complexe médicament cible, ou soit si on a directement le renouvellement de l'expression de la cible. Donc là, en fait, c'est soit on dégrade le complexe médicament cible, ou soit on dégrade la cible, tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen pour enlever cette liaison. Enfin, la compétitivité, donc cette fois, ce sera uniquement pour les antagonistes. Alors, j'ai repris ma première diapo du début, juste pour vous montrer qu'on a deux types d'antagonistes. Mais on va passer assez rapidement, parce que je vous ai déjà expliqué ça. C'est qu'on a les antagonistes compétitifs, donc qui vont se lier réversiblement sur la cible, et qui se lient sur le même récepteur, donc sur la même cible en fait, que le ligand endogène. Donc, ce qui signifie que c'est surmontable. Ça va être le cas de la majorité des médicaments. Et dans l'autre cas, des antagonistes non compétitifs qui sont dits insurmontables puisqu'ils ne se lient pas sur le même site de fixation. Et en plus, ils vont bloquer l'accès au site de fixation de l'agoniste endogène, donc on va encore moins pouvoir se fixer, ce qui signifie qu'ils sont insurmontables. Alors on va faire quelques QCM, enfin, quelques vrais faux en fait. Vous pouvez mettre sur pause, hein, si je vais trop vite, n'hésitez pas. Alors, le KD est le rapport de la constante d'association sur la constante de dissociation. C'est faux, tout simplement parce que c'est le rapport de la constante de dissociation sur la constante d'association. C'est l'inverse en fait. L'utilisation d'un agoniste bêta-adrénergique non sélectif peut être la source de nombreux effets secondaires. Alors cette fois c'est vrai, puisqu'un agoniste des récepteurs bêta-1 adrénergiques non sélectif peut entraîner par exemple une hypoglycémie chez un patient diabétique ou un risque de bronchospasme chez les asthmatiques. La notion de compétitivité s'applique aux agonistes. C'est aux antagonistes, hein. Faites attention, c'est un piège qui est assez récurrent. Et enfin, on peut déplacer un antagoniste non compétitif en augmentant la concentration en agoniste endogène ou exogène. Et cette fois, c'est faux, mais cela reste possible pour les antagonistes compétitifs. Alors, on va ensuite passer à la deuxième partie de cette séance tutorat sur, cette fois, la relation dose-concentration-effet. Alors, cette relation, elle va suivre la loi d'occupation des récepteurs, c'est-à-dire qu'on aura un effet qui va être proportionnel au nombre de récepteurs occupés. C'est une relation qui va concerner les agonistes, puisque les antagonistes n'ont pas d'effet. Donc, c'est relativement difficile de faire une courbe lorsqu'on n'a pas d'effet, surtout pour une courbe effet dose, quoi. Alors, c'est une courbe qui va être hyperbolique, comme vous pouvez voir sur le magnifique dessin que je vous ai ressorti de mes petites fiches de PACES, qui va devenir en fait une courbe sigmoïde lorsqu'on va passer en log de C, donc lorsqu'on prend le log de la concentration en agoniste. Et de cette courbe va découler plusieurs notions, donc la notion d'efficacité, mais également d'activité intrinsèque et de puissance, qu'on va détailler dans les trois diapos suivantes. Tout d'abord, l'efficacité. L'efficacité, elle est caractérisée par l'effet maximal, donc le max ou amplitude maximale d'effet. Par définition, c'est la capacité de la molécule active à induire un effet. Bon voilà, et puis comment on trouve le max? Tout simplement, c'est lorsqu'on a notre courbe, on regarde tout simplement la phase de plateau qui est ici. Puisque à partir d'ici, donc là, il faut imaginer que ça continue en fait cette chose. On va avoir une droite, un plateau, c'est-à-dire que même si on augmente les concentrations en agonistes, on ne peut pas dépasser le max. Donc on va rester ici. Et on va pouvoir déterminer par lecture graphique également un deuxième paramètre, mais dont on reparlera dans la puissance, c'est la CE50, qui correspond à la concentration responsable de 50% de l'effet maximal, et qui est déterminée en prenant E max sur 2 et en reportant pour tomber dessus. Maintenant, l'activité intrinsèque. Alors, par définition, c'est la capacité d'un principe actif à engendrer un effet cellulaire. L'activité intrinsèque va être décrite par rapport à une molécule de référence. C'est-à-dire qu'en général,
prend une molécule de référence dont on dira que le max sera 100, enfin du moins 1, du coup si on se met en pourcentage de max. Enfin non, 100 si on se met en pourcentage de max, et autrement compris entre 0 et 1, enfin vous avez compris quoi. Et de cette activité intrinsèque, on va pouvoir définir deux types d'agonistes. Les agonistes partiels, mais également les agonistes entiers. La différence est qu'un agoniste entier va pouvoir entraîner un effet maximal l'effet maximal justement qui va être égal à 1. Tandis que l'agoniste partiel va pouvoir donner un Emax qui va être compris entre 0 et 1. Alors cela s'explique en fait parce que il faut comprendre que ce n'est pas parce que la totalité des récepteurs sont sous la forme RL, donc du coup toujours notre loi d'action de masse, hein, L plus R donne RL, qu'il y aura un effet maximum et donc une activité intrinsèque de 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme vous l'avez vu sûrement dans vos schémas de cours, c'est-à-dire qu'on a notre R, notre L, qui vont s'assembler ensemble pour former RL, et à partir de ce RL, on va avoir une certaine quantité, une certaine fraction de ce complexe récepteur-ligand qui va entraîner un effet. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément le max et qu'on n'a pas toujours des agonistes entiers. Et puis l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, et qui explique pourquoi on ne peut pas faire de courbes effet dose avec des antagonistes, c'est qu'il n'y a pas d'activité intrinsèque. Donc c'est difficile. Alors, on a dû vous parler d'un agoniste qui peut être utilisé comme un antagoniste. Je sais par expérience que c'est une notion qui est parfois un peu difficile à comprendre. En fait, il faut comprendre que les agonistes vont du coup se fixer, on va pouvoir le fixer sur un récepteur, et s'il a une forte affinité, c'est-à-dire qu'il a un faible KD, donc que la concentration qui va être utile pour occuper 50% de récepteurs est faible, donc lorsqu'on a cette forte affinité, on va pouvoir en fait chasser tout simplement le ligand endogène et le remplacer par notre agoniste, puisqu'il a une affinité qui va être supérieure à ce ligand endogène. Maintenant, si notre agoniste a une faible efficacité, il ne va pas entraîner beaucoup d'effets. Donc c'est pour ça que ça va être un agoniste partiel, mais qui va pouvoir être utilisé comme antagoniste. Il va se fixer fort, mais être faible en termes d'efficacité, tout simplement. Et ce sont les agonistes qui sont utilisés comme antagonistes, en fait. C'est assez fréquent en thérapeutique, donc vous pourrez le voir dans vos années supérieures. Et enfin, donc la puissance, qui est évaluée par la CE50, dont on a parlé un petit peu sur la diapo pour l'efficacité, qui est la concentration efficace, donc la concentration responsable de 50% de la réponse maximale. Il faut comprendre que plus la CE50 est faible, plus la molécule est puissante. Maintenant, si on fait une remarque, si on a deux agonistes qui vont avoir la même efficacité, c'est-à-dire qu'on a un effet maximal qui est au même point, on va regarder leur affinité, donc le KD, pour déterminer qui est le plus puissant. Et ce sera celui qui aura le KD le plus faible qui sera le plus puissant. Enfin, pour les antagonistes compétitifs réversibles, on va pouvoir déterminer la PA2, qui se définit comme étant le log négatif de la concentration en antagoniste qui nécessite le doublement de la concentration en agoniste pour maintenir le même effet. C'est pas forcément simple à comprendre. Voilà. En fait, tout simplement, il faut comprendre ça. Lorsque vous avez une courbe effet dose, lorsque vous avez un agoniste, la concentration, comment vous dire, oui, je vous expliquerai ça du coup dans la diapo. Attendez, je peux vous expliquer ça, voilà, ici. Par exemple, la PA2 peut être atteinte lorsqu'on va. Alors là, en fait, sur ces schémas-là, on a différentes concentrations en antagonistes. On voit que nos antagonistes décalent vers la droite, justement, nos courbes. Eh bien, la PA2 sera atteinte lorsqu'il faudra doubler la concentration en agoniste pour avoir le même effet. Par exemple, là, si on veut si on se place à Emax sur 2, il faudra doubler la CE50. Donc là, si on est, je sais pas, prenez une valeur arbitraire, mais bon, si vous doublez,
donc imaginons que là on double, eh bien il faudra imaginer que bon, voilà, si on a une concentration X d'antagonistes, eh bien la période 2 sera atteinte pour le moins log de la concentration en antagoniste. Pardon. Voilà. Je ne peux pas faire mieux pour vous expliquer, là, je vous avoue. Avec, je disais à mon ordi, c'est un peu délicat. Alors, enfin, la dernière chose à expliquer, c'est la zone ou l'index thérapeutique, qui est la zone où la molécule présente des effets thérapeutiques sans avoir d'effets indésirables. Concrètement, sur le schéma, bah, c'est toute la zone qui est ici. On a un effet thérapeutique, et hop là, ici, on commence à avoir des effets indésirables, donc l'index thérapeutique sera compris entre la concentration A ici et la concentration B qui serait ici. Alors, il faut également comprendre que plus l'écart entre les courbes va être grand, plus l'index thérapeutique sera grand, et moins le traitement exposera à un risque d'effet indésirable. Enfin, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour un antagoniste compétitif, pour vous expliquer un petit peu les choses, c'est que ici on a toujours l'effet, le log de la concentration en agoniste, et ce qui vous a été donné sûrement par Mme Guaran, et qui n'apparaît pas ici, c'est les concentrations pour l'antagoniste, car en fait chaque courbe correspond à une concentration d'antagonistes différentes. Et on comprend que pour les antagonistes compétitifs, on va juste avoir un déplacement des courbes à la droite, tout simplement parce que notre antagoniste compétitif va se fixer sur les mêmes cibles, donc sur les mêmes récepteurs, oui, que notre ligand endogène, ou dans ce cas, de notre agoniste. Mais lorsqu'on va augmenter la concentration en agoniste, l'agoniste va avoir plus de chances en fait, de déloger l'antagoniste pour se mettre à sa place. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on pourra quand même garder un effet maximal. Ce qui n'est pas le cas pour les antagonistes non compétitifs, puisque là, cette fois, notre courbe va être déplacée d'une part vers la droite, mais aussi vers le bas. Tout simplement parce que, vu que notre antagoniste non compétitif ne se fixe pas sur les mêmes sites que le ligand endogène ou l'agoniste, on ne pourra pas avoir le même effet, et l'effet va être diminué au fur et à mesure qu'on augmente la concentration en antagoniste. Voilà, bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette séance tutorat, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été assez clair et que j'aurai répondu à vos questions et vos interrogations sur ce cours. Juste, bon bah je voudrais vous souhaiter déjà bon courage, et je pense que toute la team U6 vous souhaite bon courage. N'oubliez pas aussi qu'on est également présent sur le forum, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, on reste là. Hein, c'est pas parce que vous nous voyez moins, voire plus du tout, qu'on n'est plus là. Donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions. Également, bon bah, c'est un peu compliqué la situation actuelle, donc j'espère que vous tenez le coup. N'hésitez pas à faire des petites pauses, parce que c'est vrai que ça peut être assez long de travailler toute la journée. C'est qu'il y en a beaucoup qui allaient en cours le matin, bah, qui n'y vont plus, hein, malheureusement. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Et puis bah, faites attention à vous, et prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et voilà, donc moi je vous fais des bisous, et puis bah, à bientôt, je l'espère.